Bonjour Jérôme. Bonjour Dr Dostine. Je suis très heureuse de voir se concrétiser ce projet, ce beau projet de dédier une session de nos séminaires universitaires de néphrologie aux patients atteints de cystinurie et à leur entourage. Session bien évidemment ouverte également aux soignants puisque nous travaillons main dans la main. Merci, justement, je voulais moi de mon côté vous remercier au nom de l'association ARIC d'avoir permis de réunir les patients atteints de cystinurie ainsi que leur entourage pour participer justement à cet événement qui est une première en France, il faut bien le dire. Je pense que les personnes qui assisteront à ces échanges pourront avoir enfin des réponses à leurs questions. Ça les aidera aussi au quotidien, ça aidera aussi leur entourage. Donc vraiment, merci beaucoup pour avoir pu organiser cet événement. Merci également d'avoir pu faire en sorte qu'il soit possible que nous filmions ces échanges afin de permettre à l'ensemble des personnes qui auraient voulu venir aujourd'hui à cette journée pourront tout de même les voir sur Internet. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette journée. Merci à vous. Bonjour, donc je suis Jean-François Benoît, biologiste à l'hôpital Robert Debré et intéressé depuis quelques années à la cystinurie. Donc la cystinurie est une maladie génétique rénale pour laquelle on a identifié au début des années 2000 deux gènes qui s'appellent SLC7A9 et SLC3A1. Et l'outil génétique est depuis peu un outil complémentaire pour le diagnostic qui peut aider le clinicien dans la prise en charge de certains patients. C'est une maladie qu'on dit de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire que pour être malade, un sujet doit avoir ces deux gènes mutés. Et la génétique permet de faire la différence entre certains hétérozygotes, c'est-à-dire porteurs d'un seul gène muté, mais qui excrètent des quantités anormales de cystine dans les urines, et des sujets malades qui sont à risque de faire des lithiases. C'est dans ce cadre-là que le clinicien peut être amené devant une histoire familiale avec un parent quelconque atteint de cystinurie et par exemple un enfant qui excrète de la cystine dans les urines, à se poser la question de la prise en charge de cet enfant. Et la génétique apportera les réponses la plupart du temps, à savoir si cet enfant est à risque de lithiase ou s'il est juste excréteur sain, sans risque pour lui. Par ailleurs, on connaît depuis maintenant 4 à 5 ans une autre forme de cystinurie appelée cystinurie hypotonie, dans laquelle non seulement un des gènes de la cystinurie est impliqué, celui qui s'appelle SLC3A1, mais on a dans ces formes-là une atteinte génétique qui englobe un autre gène voisin, appelé gène PREPEL, et qui donne une cystinurie qui se complique d'un syndrome dit d'hypotonie, avec des enfants qui sont mous à la naissance, qui vont rester mous dans la petite enfance, un tonisme musculaire faible, des difficultés de prise alimentaire qui vont s'arranger avec l'âge, et parfois des retards de croissance qui sont aussi traitables. Cette nouvelle forme ne peut être diagnostiquée qu'avec l'apport de l'étude génétique. Et enfin, on peut signaler depuis maintenant 2-3 ans, une présentation anténatale assez originale de cette maladie, la cystinurie, sous forme de ce qu'on appelle le côlon hyperéchogène, qui est un signe échographique que l'on observe au cours de la grossesse. Au 3e trimestre, le fœtus, à l'échographie, montre un côlon hyperéchogène, et c'est un signe quasi systématiquement à l'origine du diagnostic de cystinurie chez cet enfant plus tard. Ça permet de prendre en charge très tôt les enfants et bien sûr le diagnostic est confirmé à la naissance. Bonjour, Dr Renard Pena, donc je suis radiologue à la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous parler de l'imagerie de la lithiase urinaire et en particulier dans le cadre de la cystinurie. Donc, l'examen le plus performant pour détecter les calculs, c'est le scanner. Un scanner qui doit être effectué sans injection de produit de contraste avec des très basses doses d'irradiation pour limiter au maximum cette irradiation. Le scanner permet de détecter les calculs dans tous les cas. Il permet de les localiser, de les mesurer, de donner des estimations sur leur composition, sur leur densité. Exceptionnellement, on peut être amené à faire un examen avec injection de produit de contraste, qu'on appelle alors un uroscanner, de façon à avoir une analyse de l'arbre urinaire, d'avoir des informations sur l'anatomie des cavités, sur la perméabilité des uretères. Donc c'est un examen qui peut être important, mais qui sera demandé de façon plus anecdotique. Dans la surveillance,
on va alterner le scanner et l'échographie. C'est l'échographie qui va prendre la relève, qui pourra être fait 3 à 4 fois par an de façon à limiter au maximum le nombre d'examens tomodensitométriques, qui va donner des informations également sur la progression en taille des calculs et que l'on effectuera donc en alternance avec un examen tomodensitométrique, sachant qu'on évite de répéter au cours d'une même année le nombre d'examens scanners à réaliser dans le cadre de cette pathologie lithiasique. Je vous remercie. Pierre Connor, service d'urologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc, nous avons eu le plaisir avec Isabelle Tostivin de créer un centre pluridisciplinaire pour la prise en charge des patients cystinuriques. La cystinurie est une maladie chronique, ce qui fait que les patients risquent d'avoir de nombreuses récidives pendant toute leur vie, ce qui nous pousse à épargner au maximum les néphrons. Donc le message est d'éviter toute opération, tout geste urologique, même par les voies naturelles, qui risquerait d'entamer le capital néphronique des reins de ces patients. Ceci proscrit absolument la chirurgie à ciel ouvert, qui pour nous est une chirurgie finalement du siècle dernier. Les progrès de l'endo-urologie ont été très importants depuis une trentaine d'années, avec l'apport de la lithotripsie extracorporelle qui malheureusement est très peu active sur les calculs de cystine qui ont une architecture des cristaux très solide, les rendant ainsi résistants ou en tout cas mal fragmentés par cette technique qu'il faut donc oublier. Il reste 2 autres techniques, la chirurgie dite percutanée qu'on appelle néphrolithotomie percutanée, l'acronyme c'est NLPC. Cette technique qui consiste à perforer la peau de la fosse lombaire en regard du rein pour accéder directement dans les cavités du rein est indiquée pour les gros calculs et il est évident que l'objectif de la prise en charge pluridisciplinaire est d'éviter aux patients d'arriver à ce stade de très gros calculs qui font plus de 20 à 30 mm, voire calculs coralliformes, véritablement en forme de corail. Alors c'est une technique qui est un petit peu invasive puisqu'elle perfore le rein, mais heureusement le rein cicatrise très très bien et d'une manière générale, il y a très peu de complications dans des centres experts. La deuxième technique qui peut être appliquée aux patients s'appelle l'urétéro-rhénoscopie souple, un acronyme facile à retenir, URSS. C'est une véritable révolution, pas celle de 1917, mais celle des urologues depuis 2000, qui grâce à l'apport de cette technique et à l'adjonction du laser, permet de traiter des calculs de plus petite taille, maximum 15-20 mm. Le laser permet de fragmenter et de vaporiser les calculs. Les petits paniers permettent de retirer ces calculs et l'objectif est donc de débarrasser complètement le rein de tout fragment puisque chaque petit débris sera une source potentielle, une amorce potentielle pour un nouveau calcul. Par conséquent, il apparaît logique, bénéficiant de cette nouvelle technologie du RSS, de proposer aux patients un suivi plus rapproché, plus rigoureux, qui leur permettent de mettre en évidence des calculs de 5-6 mm maximum. L'avantage, c'est que ces calculs, avec l'urétéroscopie souple, peuvent être retirés en ambulatoire, sans fragmentation laser, extraction en monobloc, ce qui fait que le patient arrive avec un petit calcul et sort sans fragment résiduel aucun. Cette méthodologie est donc importante à expliquer au patient pour lui faire comprendre que certes il s'agit d'un geste sous anesthésie générale, mais ça peut se faire en ambulatoire très facilement et il vaut mieux finalement prévenir en retirant un petit calcul que de le laisser grossir pour l'opérer, peut-être à cause d'un oubli de suivi lorsqu'il fait 20 mm et plus par chirurgie percutanée. Un message très important est le drainage. Lorsqu'on fait une intervention urologique, il est important d'assurer l'écoulement de l'urine en post-opératoire. Les urologues ont découvert il y a plus de 20 ans l'usage d'un tuteur qui est positionné entre le rein et la vessie qui s'appelle sonde double J. Cette sonde double J est un corps étranger, en polyuréthane ou en silicone. De toute façon, son risque principal est l'incrustation. Et donc, le message pour les patients cystinuriques est d'éviter absolument la mise en place de ces sondes double J. Le message est passé auprès des urologues pour qu'ils prennent en compte ce risque important. En effet, une sonde double J qui resterait en place 15 jours, 1 mois ou plus
risquerait finalement d'aboutir à une situation de calcul bien plus importante, bien plus complexe que la situation initiale. Pour conclure, je dirais qu'il faut se souvenir que la cystinurie est une histoire d'eau. On peut écrire eau comme la lettre O, AU, AUX, EAU, X. En effet, il faut faire des échographies, des échos comme on le dit entre nous, voir les uros, les néphros, ne pas hésiter à les appeler allo. En effet, les centres sont particulièrement réceptifs à toutes les questions que peuvent se poser les patients, en particulier pour le suivi de leur traitement, savoir s'il faut faire une analyse de leurs cristaux, ce qu'on appelle la cristallurie, et s'ils doivent prendre des mesures particulières alimentaires quand ils vont au resto, et finalement, que doivent-ils boire comme eau? Alors, on pourrait se poser la question de la prise en charge des patients en fonction de leur tranche d'âge, finalement. Est-ce que la prise en charge va être différente chez le petit enfant, qui a priori a une cystinurie plus sévère, puisqu'elle apparaît plus tôt dans la vie, ou chez l'adulte jeune ou adulte moyen, comme on le voit le plus souvent? Alors, on peut répondre que le concept de traitement est le même, à savoir la prise en charge diététique et la diurèse qui doit être abondante, aussi bien chez le petit que chez l'adulte. La question se pose pour l'urologue, est-ce que les techniques qui sont maintenant parfaitement reconnues et performantes pour l'adulte sont transposables chez l'enfant? La réponse est oui, bien sûr. La technologie s'est adaptée à la taille de l'enfant. On a des mini-néphroscopes pour faire des mini-NLPC. On a des urétéroscopes qui sont très fins et qui s'adaptent parfaitement à la taille des enfants à partir de 4-5 ans. Pour le plus petit, le nourrisson, on peut aussi faire des chirurgies percutanées. La problématique est, et là il n'y a pas de réponse parce que le nombre de patients qui a été traité est insuffisant, de savoir si on peut leur proposer ce qu'on appelle la lithotripsie extracorporelle, qui a un avantage évidemment, c'est qu'elle est peu invasive, mais elle a un inconvénient sur ces calculs, comme je l'ai dit, c'est que les calculs sont résistants et que si on crée plus de fragments que de calculs au départ, on risque de multiplier le nombre de calculs. Donc il n'y a pas de réponse nette pour le petit enfant. Pour ce qui concerne la tranche d'âge la plus petite. Une question m'a été posée par une maman qui a un petit enfant de 2 ans avec un calcul de 10 mm qui ne se plaint de rien. Finalement, peut-être que si la prise en charge néphrologique et diététique est parfaite, que le patient, le petit, est asymptomatique, c'est-à-dire ne se plaint de rien, n'a pas d'infection, n'a pas de sang dans l'urine, finalement, on peut peut-être attendre, en surveillant de près le calcul par une échographie régulièrement, que l'enfant grandisse et quand il aura 4-5 ans, se posera vraiment l'indication de la prise en charge urologique classique. Docteur Garbi Shams, néphrologue Pitié-Salpêtrière, service du professeur Deray. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt de la dilution ainsi que de l'alcalinisation au cours de la cystinurie. Pourquoi c'est important de diluer? Parce que tout simplement, plus les urines sont diluées, plus on solubilise la cystine. L'idée, c'est d'assurer un volume minimal de 3 litres par jour. Comment est-ce qu'on peut assurer ça? C'est avec des boissons régulières dès le réveil, le matin, bien réparties dans la journée, y compris le soir et au moment et à l'occasion de chaque levée nocturne. Le deuxième moyen de solubiliser les urines, c'est l'alcalinisation. Au fait, c'est quoi l'alcalinisation? C'est d'assurer un pH urinaire aux alentours de 7,2 sans dépasser la valeur de 7,5. Tout simplement, avec quoi on peut alcaliniser? Plusieurs boissons sont à votre disposition. Il y a la Vichy, il y a la Salvetta qui contient pratiquement pas de sel comparé à la Vichy. Vous avez également les gélules de bicarbonate qui contiennent du sel. Et puis, vous avez le citrate de potassium. Mais le problème avec le citrate de potassium, c'est que c'est habituellement mal toléré au plan digestif. Donc, ce qu'on suggère aux patients, c'est de commencer par des petit volume et puis une toute petite dose, par exemple le sachet à 3 grammes à diluer dans 1 litre et puis voir si on arrive à tolérer ou pas. Sinon, il y a l'alimentation qui reste un pilier très très important puisque tout simplement on peut alcaliniser rien qu'avec l'alimentation sans supprimer la méthionine de notre régime et sans devenir végétarien. Marie-Paul Dousseau, diététicienne à l'hôpital de la Pitié dans le service de néphrologie. Lorsque l'on a de la cystinurie, l'alimentation a 4 axes d'action.
Premièrement, au niveau de la quantité de protéines, les aliments qui en sont riches, la viande, le poisson, les œufs, le lait, les produits laitiers. Il faut que les apports correspondent aux besoins de chacun. Deuxièmement, la quantité de sel va intervenir aussi sur la quantité de cystine dans les urines. Donc, on va modérer le sel dans l'alimentation et dans l'assaisonnement. On va préférer des aromates et des épices qui donnent du goût et qui nous permettent donc de modérer cette quantité sans que ça soit un régime sans sel qui est hors de question. Le troisième point, c'est la bonne dilution des urines par un volume important de boissons, bien réparti sur la journée et la nuit, environ toutes les 3 heures, et puis surtout varier les boissons pour ne pas se lasser et se faire plaisir tout en buvant. Donc on peut vraiment boire de l'eau plate, on peut boire de l'eau pétillante du moment qu'il n'y a ni sel ni sucre de rajouter. On peut boire de l'eau froide, mais on peut boire de l'eau chaude. Donc encore vraiment de la variété dans la boisson. Et le quatrième point qui est aussi très important pour solubiliser la cystine, c'est d'alcaliniser les urines. Donc d'une part par les boissons, des boissons donc aussi assez alcalinisantes à des moments de la journée où le pH urinaire va être plus acide, et une alcalinisation par les aliments riches en éléments alcalins, donc les légumes verts, les herbes aromatiques, les pommes de terre, les féculents exotiques tels que la patate douce, l'igname, la banane plantain, sans oublier la châtaigne qui est un petit peu plus français. Et puis aussi les fruits, donc on va bien les répartir dans la journée, peut-être pas au même moment que les légumes pour compléter le rôle alcalinisant de l'alimentation. Et puis les boissons toujours et toujours. Donc ces 4 points font que l'alimentation a un grand rôle au niveau de la cystinurie. C'est un travail d'équipe, il faut accompagner nos patients et chaque participant de l'équipe soignante parle aussi de l'alimentation. Il n'y a pas que la diététicienne. Donc moi je suis Marie-Pierre Dier-Sanchez, je suis psychologue et coach et formatrice en éducation thérapeutique. Isabelle Tostivin, je suis néphrologue à la Pitié-Salpêtrière et donc j'ai été amenée à prendre en charge de nombreuses personnes atteintes de cystinurie et pour les aider à atteindre leurs objectifs de prévention des récidives, il nous est apparu plus pertinent de partir de leurs besoins et donc nous avons fait appel à Marie-Pierre et de l'Alliance éducative afin qu'elle les interviewe et qu'elle fasse émerger leurs besoins pour construire des outils qui étaient le plus adaptés à leurs besoins, ce qu'ils exprimaient. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler, Marie-Pierre, de ce grand travail de focus group? Vous avez interviewé 50 personnes. Donc j'ai organisé des rencontres de patients, enfin des groupes de parole, si on peut dire, de patients, afin de recueillir des informations sur leur vécu, sur leurs besoins, et quelles sont les attentes par rapport au milieu médical pour améliorer leur vécu de la maladie, leur connaissance sur la maladie, mais aussi et surtout leur qualité de vie. Et donc Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette enquête? Quels sont les besoins qu'expriment les patients? Alors moi je répondrai par des mots-clés un petit peu qu'ont marqué ce qu'ont exprimé les patients. Donc il y a le mot douleur, on voit que c'est des patients qui sont très marqués par la douleur tout au long de leur parcours. Il y a aussi l'idée de parcours du combattant, des patients qui ont été en errance diagnostique pendant des années, avant que soit posé le diagnostic, avec beaucoup d'erreurs médicales qu'ils ont vraiment mis en souffrance. Et on peut dire que certains patients considèrent qu'ils ont été maltraités par le service des soins. Il y a la difficulté du vécu des patients. Ils ont l'impression de vivre avec une épée de Damoclès sur leur vie en permanence, avec la crainte de faire une crise. La difficulté sur le long terme des contraintes,
au niveau alimentaire et des boissons. Des discours très discordants d'un soignant à l'autre sur ce qu'ils peuvent et ne pas faire, donc ils se sentent un petit peu perdus par rapport à ça. La difficulté de communiquer aussi, de trouver des gens qui peuvent les comprendre par rapport à leur maladie. Donc ils sentent beaucoup d'incompréhension qui peut mener à un certain isolement. Marie-Pierre, parmi les personnes que vous avez interviewées, il y en a certaines qui ont développé des stratégies pour vivre avec. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, parmi les facteurs qu'on a pu identifier qui aidaient les personnes à avoir une meilleure qualité de vie, il y avait effectivement le fait de poser un diagnostic, de savoir ce qu'ils avaient. Ensuite, on voit les personnes qui ont un projet de vie. Donc, ce n'est pas un projet extraordinaire, universel, mais chacun avait trouvé quelque chose dans quoi ils pouvaient s'investir, qui évitait qu'ils s'enferment dans la maladie et qui donnait sens à leur vie. Un autre élément aussi, c'était qu'ils étaient acteurs et qu'ils avaient prise sur les événements. Parce qu'ils avaient trouvé des trucs et astuces, un petit peu comme un tiroir, qu'ils utilisaient suivant les situations pour pouvoir s'ajuster. Donc ça peut être des tisanes, beaucoup ont recours à la médecine alternative par exemple, le sport, le yoga ou d'autres. Voilà. Donc les personnes qui ont trouvé ces astuces-là ont une meilleure qualité de vie. Pour gérer le stress par exemple, voilà, pour gérer la douleur. La douleur, effectivement. Et puis effectivement aussi des personnes qui étaient entourées au niveau social. C'est un facteur positif pour avoir une meilleure qualité de vie. Alors Marie-Pierre, que proposent les patients aux soignants pour construire ce programme? Quelles sont leurs suggestions? Alors, les patients suggèrent de développer des ateliers une fois par an, voilà. Alors, des ateliers d'information sur la maladie, mais de façon très active et participative. Ils ne veulent pas de présentation trop formelle de l'expert médical. Ils veulent aussi avoir des lieux de rencontre et d'échange dans ces ateliers avec d'autres patients pour pouvoir partager justement sur les trucs et astuces, avoir une actualisation sur toutes les informations sur ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire au niveau des alimentaires et des boissons, avoir des informations sur les recherches et l'état de la recherche, des choses qui les intéressaient aussi, avoir aussi des formations sur comment gérer le stress et la douleur. Et très important, ils souhaitent être accompagnés pour développer des compétences sur le long terme et pas seulement recevoir de l'information. Donc avoir des techniques très concrètes qui pourraient les aider. Bonjour, je suis Jérôme Defazio, je suis atteint de cystinurie qui a été découvert chez moi à l'âge de 6 ans. Je suis également présidente de l'association pour la recherche et l'information sur la cystinurie, en essayant justement au quotidien d'aider au mieux les personnes qui sont atteintes de la même maladie. Donc à l'âge de 6 ans, lorsqu'on a découvert ma maladie, on ne l'a pas découverte tout de suite. Il a fallu de longs mois pour comprendre ce que j'avais, pour pouvoir mettre un nom sur cette maladie. Il n'y avait pas de médecin à cette époque-là qui connaissait vraiment cette maladie qui est la cystinurie. Mes parents étaient à cette époque relativement perdus face justement à l'absence d'informations sur cette maladie en question. Donc grâce à une néphrologue vraiment attentive à cette maladie qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors, j'ai pu bénéficier d'une prise en charge adaptée à cette maladie. Néanmoins, c'est toujours le parcours du combattant, puisqu'il y a souvent des éléments contradictoires sur que faire, quoi manger, donc c'est toujours en mouvement. Donc j'ai réussi à faire mes études, à essayer de vivre finalement au quotidien comme tout le monde, malgré 2 opérations ouvertes, 2 chirurgies percutanées, 2 lithotripsies extracorporelles et 19 urethéroscopies laser. Donc malgré tout ça, enfin, on peut vivre, on peut avancer, on peut positiver aussi par moments, parce que on peut quand même faire ce qu'on veut au quotidien, mais c'est vrai qu'on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête qui peut parfois nous frustrer, nous bloquer, mais il faut arriver à dépasser cela. Je pense aussi donc à mes parents et donc peut-être à vous qui êtes également parents d'un enfant atteint de cette maladie. C'est difficile. Moi, je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir été présents et d'être aussi encore présents aujourd'hui. Voilà, on devient adulte après et on arrive vraiment à pouvoir quand même faire son chemin très bien,
Concernant l'association pour la recherche et l'information sur la cystinurie, donc l'association ARIC, elle a été créée dans les années 80 par monsieur Claude Abiven et également le docteur Dodon. Grâce à l'association, mes parents avaient pu mettre justement en place tout ce qu'il fallait pour traiter ma maladie. C'est notre néphrologue à l'époque qui nous avait orientés vers l'association. Et vers 2002, j'ai pris justement le relais de monsieur Abiven pour continuer à œuvrer pour essayer d'orienter les patients, les aider, faire reconnaître la cystinurie comme maladie au niveau de la prise en charge en affection longue durée, donc au 100%. Vous avez à votre disposition un site internet www.cystinurie.com à votre disposition, avec également un espace d'échange sur Facebook. Je vous invite également à participer à l'association AIRG, à laquelle vous pouvez adhérer et également faire un don pour la cystinurie. Plus nous serons à nous regrouper dans le cadre associatif autour de la cystinurie et des maladies génétiques rénales, plus nous pourrons avancer ensemble et faire bouger les frontières actuelles. Après la journée consacrée à la cystinurie à Paris en 2014, je vous invite à Marseille en 2016 pour une prochaine édition sur la cystinurie. Docteur Tostivin, nous arrivons donc à l'issue de cette journée consacrée à la cystinurie et dédiée aux patients, à leur entourage ainsi qu'aux soignants. Pour cette première édition, que retenez-vous ? Je suis fière de cette journée. Je suis très heureuse d'avoir concrétisé ce projet avec vous, Jérôme, et devant une assemblée très fournie et pour la première fois. La présence, bien sûr, des patients que je connais m'a touchée, surtout leurs témoignages, mais et surtout celle d'autres que je ne connaissais pas, qui venaient de très loin, de Nice, de Monaco, de Brest, enfin bref, de toutes les régions de la France, bien évidemment, m'a touchée. La rencontre de parents qui ont pu poser leurs questions était bien sûr importante. C'était riche, les échanges ont été riches, je l'espère, je le crois. La présence de certains chercheurs, de pharmaciens, de néphrologues, de généticiens m'a également fait plaisir parce que je suis pour, encore une fois, ce brassage et pour travailler main dans la main parce que c'est à plusieurs qu'on est meilleur pour vivre avec la cystinurie, pour vivre avec une belle vie. Vraiment merci beaucoup à vous et à l'ensemble de l'équipe qui a participé à la réussite de cet événement. Je pense que vous pouvez être tous fiers d'avoir pu rendre possible cette journée. Merci vraiment du fond du cœur pour les patients, pour leur entourage et pour pouvoir faire avancer l'information sur cette maladie et sa prise en charge. Merci beaucoup. Merci, au revoir.